C'est important pour moi de pouvoir contribuer, de partager et quelque part de donner aux autres. Hein. Donc moi, je suis dans ma 60e année, j'habite dans le nord de l'Alsace, je suis marié, j'ai 2 enfants et je suis commercial dans l'imprimerie. Donc voilà, donc je suis vraiment ravi. Alors, le thème de ce soir, c'est comment se remettre d'un échec. Qui n'a jamais eu d'échec ici? Tout le monde est passé par là, hein. D'accord? Vous avez remarqué aussi qu'on n'est pas tous égaux par rapport à l'échec, parce que pour un même échec, une première personne va être complètement anéantie, et une autre personne va tout au contraire, va avoir envie de se battre comme un malade, faire la revanche, et ça va lui donner de la force. Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà constatées les uns et les autres. Et quand on est anéanti, une rupture amoureuse, on peut être licencié. Qu'est-ce qui peut encore arriver comme échec? On n'aime pas trop le mot échec en plus. Un décès. Pardon? Non, je disais un décès, mais après... Un décès, pourquoi pas, il y a des choses qui peuvent vraiment me toucher. Parce qu'en fait, dès lors qu'on parle d'échec, déjà même moi quand j'utilise le mot échec, il y a certaines émotions qui montent, qui ne sont pas toujours positives. D'accord? Donc on ne va pas rester trop là-dedans, mais c'est vrai qu'à un moment ou à un autre, on a envie de se planquer dans un trou de souris. On a envie de se cacher et plus jamais se montrer à personne. Mais de toute façon, on guérit toujours des échecs. Tôt ou tard, hein, ça prend plus ou moins de temps, mais ça va toujours dans le bon sens. Et tout à l'heure, à la fin de ma présentation, et je vais un peu avancer parce que j'ai que quelques minutes, à la fin de ma présentation, je vais vous donner quelques tuyaux, d'accord, qui vont vraiment vous aider, que ce soit dans l'un ou dans l'autre sens. Mais avant ça, je vais vous amener dans les années 1970. À cette époque-là, j'avais 9-10 ans. Je vais vous raconter deux histoires vécues. Nous étions à l'école élémentaire, je suis strasbourgeois, donc nous étions à la Montagne Verte à l'Elzo, pour ceux qui connaissent. Et nous sommes à l'école, et le maître d'école, ce matin-là, nous fait réciter la récitation qu'on a naturellement appris à la maison, ou presque, d'accord. Et le maître d'école, il appelle ce matin-là Fred. Fred, il a 9 ans, il a 10 ans, c'est une histoire vraie, hein. Il demande à Fred de venir devant, au pupitre, et de réciter sa récitation. Fred, il avance, il se tourne vers la salle, vers la classe, et d'un coup, il se met à pleurer de toutes ses larmes, et impossible de sortir quoi que ce soit. Et Fred, il a été comme ça plusieurs fois amené il a plusieurs fois été appelé, plusieurs fois il était incapable de dire sa récitation. Et ça ne veut pas dire qu'il n'a pas appris, mais qu'il était pris dans... D'accord? Et vous savez, les enfants sont cruels entre eux. Parce qu'à partir de ce moment-là, dans la récréation, Fred, il s'en prenait plein, les autres se moquaient de lui, etc. Juste pour vous rassurer, Fred, c'est quelqu'un, j'ai juste changé son prénom, c'est quelqu'un qui vit toujours, qui existe, qui entre-temps est devenu entrepreneur, qui a monté une entreprise assez conséquente, mais qui est aujourd'hui même président d'une fédération, comme quoi que tout est possible, une fédération alsacienne, qui parle souvent en public, qui fait des discours, tout va bien pour lui. Encore dans les années 70, un autre exemple, ça se passe à la piscine municipale Boulevard de la Victoire. Vous connaissez cette belle piscine? C'est là où moi j'ai appris à nager. Et cette piscine aujourd'hui, elle est d'ailleurs classée monument historique. Donc c'est un très très bel endroit. Et nous sommes maintenant en plein dans le certificat ou le brevet de natation. Donc en plein examen. D'accord? Et là, il y a un petit garçon de l'équipe qui doit traverser la piscine de part en part sans s'arrêter de nager. Alors, je ne sais pas cette piscine, si vous la connaissez, je crois que c'est à 25 mètres ou à 50. Moi, je ne me souviens plus, mais moi, j'ai appris à nager dans cette piscine. Donc, voilà que le gamin, il nage, il nage, il nage. Il arrive à la moitié du bassin, tout se passe bien. Le maître d'école est à côté et avance avec lui. Et à un moment donné, qu'est-ce qui lui arrive? Une grosse panique. Il commence à perdre tous ses moyens. Plus moyen pour ce gamin ni d'avancer ni de reculer. Sur le bord de la piscine, il y a tous ses camarades d'école. Et je vous assure que c'est vraiment pas confortable pour lui.
Et du coup, le maître est en train de lui dire, vas-y, avance, tu es juste encore à un tiers du bord de la piscine, tu vas bientôt y arriver, ça va marcher pour toi, etc. Et le gamin, impossible de continuer de progresser. Du coup, il tremble de partout, il commence même à pleurer. Le maître d'école lui tend la perche. Le gamin s'agrippe à la perche et le maître d'école le ramène tout doucement au bord et sort de là. Et bien sûr, tous ses camarades sont en train de se moquer de lui. Moment pénible hein, pour un enfant. Et souvent, c'est dans ces moments-là qu'il y a des choses qui s'inscrivent au plus profond de nous-mêmes et qui ensuite nous poursuivent, parfois pour certaines personnes, pour le reste de sa vie, quoi. Et ce gamin-là, il a, juste pour vous rassurer aussi, tout s'est bien passé par après parce qu'il a fait de la plongée sous-marine, de la voile, de la planche à voile. Hein, il est allé plonger dans les plus belles mers du monde et c'est quelqu'un pour qui tout va bien. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des gens qui vont, face à un échec, être anéantis et n'oseront plus jamais retourner dans l'eau. D'accord? Et un autre va faire ce qu'il faut et va continuer de progresser. On est tous différents. Mais tout à l'heure, je vais vous donner des solutions. D'accord? Un bébé, au départ, il est dépendant de ses parents. Un bébé, ça consomme combien de biberons par jour? Qu'est-ce qui sait ça? 6, 8. 7. Absolument. 7, mais pas en une fois. Hein. D'accord? Donc le bébé est dépendant de ses parents. Au fur et à mesure qu'il grandit, il évolue, parce que son objectif au bébé, c'est de devenir indépendant. Et un jour même, au début de sa vie d'adulte, de devenir interdépendant. C'est la relation avec les autres. Okay? Et un bébé, à un moment ou à un autre, vous le savez bien, vous êtes tous et toutes passés par là. À un moment donné, il veut marcher. Hein, il veut sortir, pouvoir faire ses petites courses, draguer les filles, etc. Et il n'y a qu'une envie, c'est d'aller debout. Il tombe, il se relève, il tombe. Vous savez, le bébé n'a aucune notion d'échec dans sa tête. Et jamais aucun bébé n'est resté assis ou couché pour le reste de sa vie, quoi. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore là-haut, pas encore cabossé par un certain nombre de choses qui peuvent arriver aux uns et aux autres, qui à un moment donné, c'est simplement des freins mentaux, quoi, hein, qui font qu'on ne va plus faire exactement ce qui va nous freiner. Vous connaissez, vous avez tous vu un papillon c'est merveilleux. Un papillon c'est beau, surtout en été, vous imaginez, on est dans une prairie, il y a de l'herbe, il y a des papillons par-ci par-là. Mais le papillon au départ c'est une chenille. Vous connaissez un peu l'évolution? Une chenille qui se transforme en chrysalide et qui ensuite devient papillon. Donc à un moment ou à un autre, c'est un cocon, et le petit bébé papillon dans son cocon, il est en train d'apprendre il est en train de se chercher à se défaire. Il fait beaucoup d'efforts, parce que c'est lui-même qui va casser cette carapace pour un jour pouvoir s'envoler. Et si vous prenez un cocon et que vous le décortiquez comme une crevette, hein, et que ensuite vous lancez le papillon pour qu'il s'envole, le papillon il meurt, ça ne marchera pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'aura pas fait par lui-même les efforts nécessaires pour s'envoler. Et on est tous obligés de passer par là. À un moment donné, il nous arrive des choses, on va être amené à s'exposer, à aller malgré tout au-devant des autres, malgré tout au-devant de... Et c'est la meilleure des choses qui puisse nous arriver pour vraiment nous construire. Et jamais aucun papillon, je ne crois pas, n'est resté dans son cocon. Parce que lui aussi, le papillon, n'a pas la notion d'échec dans sa tête. Le fameux mental, hein, la petite voix de saboteur. Lionel, il est pas là, Lionel. Il nous en parlait pas mal sur Facebook. La voix du saboteur. Vous savez, la petite voix qui vous dit « Oui, t'es trop nul, ton père t'a toujours dit que tu n'y arriveras pas, ou ton voisin, ou un tel. » Toutes ces petites choses qu'on est en permanence en train de se remémorer. Je regarde le temps. Autre histoire. Là, je prends cette histoire-là, je la répète, je l'ai entendue dans un séminaire par Thierry Schneider, vous connaissez peut-être pour certains, ex-sportif de haut niveau, qui aujourd'hui est coach, qui anime des séminaires. Et Thierry Schneider était en train de nous raconter une très belle histoire qui se passe dans une cour d'école avec Cindy, qui a 9-10 ans.
dans la cour d'école avec tous ses copains, toutes ses copines. Et vous savez comment ça se passe dans une cour d'école? Les enfants, ça rit, ça crie, c'est joyeux, hein, c'est enthousiasmant. Et à un moment donné, la cloche elle sonne, les enfants se mettent en rang et ils rentrent dans la salle de classe. Et quand ils sont dans la salle de classe, ce jour-là, le maître d'école, parce que Cindy, je vous ai dit, il a 9 ans, il vient remettre les dictées, parce qu'il a corrigé les dictées de la veille, quoi. Et donc, il va vers Fred, il lui dit, Fred, t'as dicté 3 fautes. D'accord? Il serait peut-être temps que tu t'améliores. Après, il va vers Lionel. Le petit Lionel, il a 9 ans, 10 ans, un peu la peur au ventre. Il dit, Lionel, 5 fautes. Et après, il va vers Cindy. Cindy, qui est encore tout enjouée parce qu'elle vient de rentrer de la récréation. Elle s'est bien amusée à la récréation. Et il va vers Cindy, lui donne sa dictée, lui dit, Cindy, 12 fautes. Et d'un coup, vous avez le visage de Cindy qui s'éteint. La pauvre petite, vous vous rendez compte? Et elle regarde, elle prend la dictée en main, elle voit du rouge partout. Plein de mots corrigés, etc. Et ensuite, le maître d'école lui dit, mais Cindy, tu vas faire signer ta dictée par tes parents et tu vas nous la ramener demain. Et la pauvre Cindy, à ce moment-là, elle qui sait qu'elle va se faire gronder par son père, mais elle est complètement catastrophée, quoi. Et c'est là, à ce moment précis, qu'elle perd toute une partie d'estime d'elle-même et de confiance en soi. La pauvre petite, elle a 9 ans. Vous vous rendez compte? Et souvent, c'est des choses qui s'inscrivent au plus profond de nous, parce qu'on a tous vécu ce genre de choses, j'imagine, parfois pour des années et pour une bonne partie de notre vie, quoi. Ouais. Maintenant, on va tout effacer. On refait la même chose. On est dans la cour de récréation. Les enfants s'amusent, les enfants rient, les enfants sont heureux, enthousiastes. Les enfants, ils n'ont pas besoin de réunion de motivation. Hein. Eux, ils sont motivés tout le temps. Hein, pour ceux qui, vous savez comment ça fonctionne. D'accord? À nouveau, ils n'ont pas leur esprit cabossé, etc. Et ça s'amuse, la cloche sonne, les enfants se mettent en rang, les enfants s'installent dans la salle de classe, le maître d'école il vient, il va chez Fred. Écoute Fred, voilà ta dictée. Ben, bravo Fred, 182 mots justes sur 185. Je vois que tu t'es amélioré. Il va chez Lionel, Lionel, 180 mots justes sur 185. Bravo. Il va vers Cindy. Cindy, 173 mots juste sur 185. Cindy, elle est ravie. Vous voyez? Elle qui est encore enjouée parce qu'elle était dans la récréation tout à l'heure, elle est encore bien, enthousiaste. Et du coup, le maître d'école lui demande, mais Cindy, dis-moi pour la prochaine fois, est-ce que tu pourrais me faire, au lieu de faire un 173, un 175 mots juste, ou peut-être un 180? Et Cindy, toute ravie, dit à son maître d'école, mais bien sûr, moi je vais faire plus de 180 mots justes à la prochaine. Vous voyez la différence entre les deux? Ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, et là cette jeune fille, elle garde toute son estime d'elle-même, une bonne image de soi, et c'est quelque chose qui va la suivre aussi pour le reste de sa vie, quoi. Et Cindy n'aura pas peur d'avoir des échecs dans la vie. Vous voyez? Et oui, le fameux saboteur. J'ai noté pour vous un entrepreneur, on va dans un autre monde, un entrepreneur alsacien qui dépose le bilan, ou qui fait faillite, chez nous en Alsace. C'est parfois honteux hein, de déposer un bilan, de faire faillite. Parfois aussi, l'entrepreneur il va se retrouver avec un certain nombre de dettes. Ça ne va pas être simple pour lui. Hein. Mais il y a une chose supplémentaire, le coup de massue qui existe chez nous, c'est que l'entrepreneur a besoin de mettre une annonce légale dans la presse. Et il y a 3 journaux officiels qui acceptent les annonces. Non seulement le mec il fait faillite, tout va mal, il est obligé de licencier, il a des dettes parfois ou parfois pas, mais il est encore obligé de l'annoncer au monde entier. Enfin, à l'Alsace. Du coup, il y a 3 endroits. Il y a 3 journaux. Il y a les DNA, qui est un quotidien, qui est certainement tiré à plus de 100 000 exemplaires, peut-être même à 200 000 exemplaires, je ne sais pas exactement. Il a l'Ami du peuple. Qu'est-ce qu'il connaît, l'Ami du peuple?
les plus anciens, les jeunes. C'est un journal, oui, les jeunes aussi, mais on est tous jeunes. Mais c'est un journal, c'est un hebdomadaire que très peu de gens lisent, il faut dire ce qui est. Hein. Ou alors il y a l'Est agricole. Et d'après vous, l'entrepreneur qui fait faillite, il va mettre son annonce où? L'Est agricole. Dans l'Est agricole, on est d'accord. C'est le moins cher. C'est le moins cher, mais c'est aussi peut-être un des moins lus, quoi. Et celui qui a une bonne image de soi, il va le mettre où? Il va le mettre dans les DM. Il n'a pas peur à ce moment-là. Vous voyez? En 1984, ça c'est une histoire que j'ai prise d'Internet, enfin pas une histoire vraie. François Mitterrand rencontre Steve Jobs en 1984. Ce que je vous dis là, vous le retrouverez facilement sur net. Et à un moment donné, ils ont eu beaucoup d'échanges. Et François Mitterrand demande à Steve Jobs, mais pourquoi la France n'a-t-elle pas de Silicon Valley? Hein? Et Steve Jobs lui répond. Et là, je vais vous lire, parce que c'est pour ça que je prends ma petite feuille, mais il y a quelque chose de subtil en France. C'est le facteur culturel. En Europe, l'échec, c'est très, 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 très grave. Si en sortant de l'université, vous loupez votre coup, ben cela vous suit toute votre vie. Alors qu'en Amérique, à Silicon Valley, en Californie, ben on passe notre temps à échouer. On s'en fout. L'échec ne nous fait absolument pas peur. Et quand on se casse la figure, on se relève et on recommence. Parce qu'à nouveau, ils n'ont pas les mêmes... Et ça, c'était en 1984. Alors, je ne sais pas si entre 1984 et 2019, les choses ont évolué. Parce que ça fait déjà plus de 30 ans. Hein. Ça fait un petit paquet d'années, quoi. Pour vous aussi, j'ai cherché un livre qu'on a beaucoup utilisé à une époque, quand on était sur le terrain, de Michael Jordan, qui s'appelle « N'abandonne jamais ». Quelqu'un a déjà entendu parler de ce livre? Alors ne cherchez pas à le commander parce qu'il n'est plus réédité. Je suis allé voir sur Internet. Ce bouquin, il est maintenant vendu à plus de 100 €, parce qu'il n'y a pas de réédition. Mais vous allez trouver des passages sur le net. Et ce livre, il est extraordinaire. C'est un super outil de travail pour des formations, pour faire transmettre des messages. Et Michael Jordan, il écrit dans ce bouquin, je vous lis tel quel. J'ai raté, alors ce livre, je l'ai préparé pour vous et j'ai oublié de l'emmener ce matin. Je suis désolé, sinon je vous l'aurais montré. Donc, j'ai raté 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et 26 fois j'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore de ma vie et c'est pour ça que je réussis. Quand j'ai démarré en tant que commercial, j'avais 25 ans, je suis dans ma 60e année, j'ai démarré dans une entreprise qui s'appelait à l'époque Electrolux, une entreprise de vente directe et nous faisions du porte-à-porte. J'avais un sac de sport en main. Dans ce sac de sport, il y avait un aspirateur. Et mon objectif était de présenter cet aspirateur pour le vendre. Quand on n'en vendait pas d'aspirateur, pas de sous, puisqu'on était commissionné à... Voilà. J'avais un loyer à payer, j'habitais à la gare, rue de la Course à l'époque. J'avais 25 ans. Une voiture à payer, etc. Donc on n'avait pas de choix, il fallait vendre des aspirateurs. La méthode, c'était clair, c'est dans une journée, on fait 60 à 80 coups de sonnette, quoi, pour rencontrer physiquement une vingtaine de personnes. Et sur les 20 personnes qu'on côtoie à un moment ou à un autre, et à chaque fois quand on sonne chez quelqu'un et que la porte s'ouvre, vous savez ce qu'on fait? Le pied. Pardon? Le pied, il ne faut pas que la porte elle se ferme. Voilà. Ouais, le pied pour que la porte s'ouvre. C'est exactement l'inverse qu'on fait. Écoutez bien. Au moment où la personne ouvre, d'accord, on fait respect, un demi-pas en arrière. Vous voyez? On ne peut rien forcer dans la vie. On peut mettre son pied, ça c'est des idées reçues, c'est des machins, etc. On ne peut pas forcer avec les autres, avec les êtres humains. Tout est toujours, voilà, relation, hein, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, Loïc. On peut rien obliger à personne. Le petit demi-pas en arrière, du coup, là, ça rassure tout le monde et une conversation commence. Donc, sur 20 contacts, je regarde l'heure, sur 20 contacts, on arrive on dit, la règle, c'est qu'on arrive à pénétrer dans 10 foyers, dans 10 maisons ou 10 appartements.
Et sur les 10 pénétrations, ça s'appelait comme ça, je suis désolé, sur les 10 pénétrations, on arrive à faire 5 démonstrations. Et sur les 5 démos, une vente. Vous voyez? Donc 60, 80 coups de sonnette, 20 démos, 20 contacts physiques, 10 pénétrations, 5 démos, une vente. J'ai raconté ça à ma femme, là, quand j'ai préparé un peu cette intervention. Elle m'a dit, mais finalement, comme vous parlez d'échecs, sur 20 contacts, tu as eu 19 échecs. Puisque 19 fois, tu n'as pas vendu. Vous voyez? Et là, c'est un moment important de cette présentation, c'est que le mot échec, on ne savait même pas que ça existait. Le mot échec n'était pas dans notre langage. Nous, comme Michael Jordan, comme ce qui se passe là-bas à Silicon Valley, on va tout le temps au prochain, on cherche, en permanence, on cherche la prochaine vente. On n'a jamais été affecté par les 19 contacts qui nous ont ou pas reçus, ou, vous voyez, tout le temps, on va au prochain, on va au prochain. J'ai pratiqué le MLM pendant quelques années, j'en ai parlé tout à l'heure à Loïc, et je sais qu'il y a quelques personnes ici qui font du MLM, hein, c'est pas Eric. Le MLM, c'est next please. On va toujours au prochain. Parce qu'au MLM, on présente non. Yamina, non, 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 oui. Puis à nouveau un non, encore un non, et encore un non. Et de nouveau un oui. Et je crois que la vie est ainsi faite. Un peu comme pour ce papillon qui va faire. Ça exige quelque chose de lui, le bébé papillon dans le cocon qui va faire des efforts pour enlever, sa coque et pour pouvoir s'envoler. S'il n'était pas passé par cette étape, il ne pourrait pas voler. Et je crois que pour nous c'est pareil, comme pour le bébé qui se lève, qui marche, qui retombe, vous voyez, hein, tomber, relever, tomber, relever. Pour conclure, je vous dirai, c'est ce que je vous ai promis tout à l'heure, il y a 3 choses que vous pouvez faire chacun d'entre vous très facilement au quotidien pour que justement ces petits échecs, ce ne sont même pas des échecs, parce que l'échec ne nous affecte pas, n'est-ce pas? Ouais, vous êtes d'accord avec ça? Hein? Pour qu'on soit au plus fort, il y a 3 choses que je vous conseille de faire, c'est de lire régulièrement, d'écouter des audios et de participer à tout type de soirées, les apéros winners comme ce soir. Et ces apéros winners sont de qualité, parce qu'on aura 3 autres intervenants là qui vont être excellents. Et moi, je vous invite vraiment pour le prochain apéro winner à ce que chacun puisse inviter 1, 2 ou 3 personnes de votre entourage, qu'on soit encore plus nombreux, pour qu'un maximum de gens puissent en profiter. Donc lire, alors lire, ça vous donne du contenu, ça vous affûte. L'habitude que nous avions eue depuis maintenant, quand j'ai démarré chez Electrolux, avec le porte-à-porte, le premier livre qu'on m'a conseillé s'appelle « Comment se faire des amis ». Et ça, c'était il y a 35 ans. Vous vous rendez compte? Ce livre-là, en fait, il est toujours d'actualité. Ce livre, c'est un best-seller. Il a été réédité, réédité et encore réédité. Il est dans le monde entier et je crois que c'est vraiment la base même, les fondamentaux. Un autre livre fondamental qu'il faut que je vous parle, c'est La recherche du Bifrost. Parce que ce livre-là, non, c'est véridique. Je vous le trouvez sur Amazon, c'est 6 €, c'est ridicule. Moi, je n'avais pas tout compris à un moment donné, donc je me suis adressé à l'auteur, qui est ici dans cette salle. La méthode Ikigai, c'est ça qui est intéressant parce qu'il m'a expliqué des choses, je l'ai fait, et en ce début d'année encore, c'est vachement important de savoir exactement où vous voulez aller pour cette année, parce que le temps passe très vite. Vous êtes tous jeunes ici, hein. Moi je vous dis, je sais à quel point ça passe vite, le temps. Et qu'il va falloir vraiment faire les choses maintenant. Donc la recherche du Bifrost sur Amazon, ça coûte 6 € je crois. Lionel, c'est lui l'auteur de ce livre, et c'est pas le premier qui écrit, et on peut l'applaudir. Et ce qui est chouette, c'est que vous aurez Lionel là pour poser toutes les questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires, mais c'est vraiment un moyen de trouver votre chemin pour cette année. Écoutez des audios. Aujourd'hui, on peut trouver des audios, des CD que vous pouvez acheter sur Internet, libreentreprise.com par exemple.
des audios positifs tous les jours, quelques minutes, en faisant le repassage. Non. Quand vous êtes dans votre voiture, vous mettez le CD dans la bagnole. Si vous avez un MP3 ou les appareils là, qui sont des smartphones et tout, vous pouvez écouter. Vous voyez, tout ça, ça aide à vous construire. Et le troisième point, c'est de participer à tout type de séminaire. Revenez aux apéros Winner. Nous étions, il y a 15 jours, non, Lionel, à la soirée Oui, Charles Pépin. c'est De exact. l'échec. Ah, des échecs, ouais. C'était chouette. Qui est-ce qui était à cette soirée? Ouais, Claudine, hein, on s'était vu là-bas, à Lumni. Vous voyez, et ça, ça n'existait pas quand moi j'avais 20 ans ou 30 ans, ce genre de soirée. Aujourd'hui, c'est à disposition de tout le monde. Donc vous pouvez donc bénéficier de tout type de séminaires. Nous étions aussi dans une soirée récemment, la semaine dernière. Oh, il est parti. Ah bah non, il est là-bas couché comme d'habitude. On était où là? Chez Laurence? Ouais, Laurence. Hein? Soirée sophro très intéressante, quoi. Bref, 3 choses, et je vais m'arrêter là-dessus. Lecture, écouter des audios et participer à tout type de séminaire. Ça vous donne une pêche d'enfer. Ah, les soirées apéro entrepreneurs que vous connaissez. Moi, j'y vais régulièrement. J'y vais comme ça, gratuit, pour s'amuser, pour rencontrer des gens. Mais je vous assure que là, quand vous sortez bien, vous avez plein d'énergie, quoi. Parce que personne ne se plaint. C'est que les entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs. Il n'y a pas de plainte. Tout le monde est content et ça régénère, quoi. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très bonne soirée.